Avec tout ce qu'il y avait avant, l'apartheid, la capacité parfois d'accéder à l'eau, d'accéder à l'électricité. Ah oui, oui, bien sûr, le blocus continue. Ils boivent de l'eau croupie, ils ont de l'électricité quand les Israéliens veulent bien leur en donner. Ils peuvent communiquer par Internet lorsque les Israéliens l'autorisent. Ils peuvent pêcher lorsque les Israéliens les autorisent. Et bien souvent, des pêcheurs se sont fait tirer dessus, ont été tués par la marine militaire israélienne. Ils vivent dans un camp fermé. C'est pas pour rien qu'on a qualifié Gaza de prison à ciel ouvert. C'est pas parce qu'elle a été répétée 1000 fois que cette formule est fausse. Elle est exacte. L'ensemble de la population palestinienne de Gaza est prisonnière. Ronnie Broman, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir sur l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Vous êtes médecin, vous avez présidé l'association Médecins sans frontières de 1982 à 1994. Vous avez également écrit un certain nombre d'ouvrages sur votre métier, mais pas que. Vous vous êtes intéressé notamment à des enjeux de diplomatie, de droits de l'homme, et notamment aussi à la question israélo-palestinienne, et on va en parler aujourd'hui. Cet entretien il fait suite à une série que j'ai commencée la semaine dernière et qui est disponible déjà sur YouTube et toutes les plateformes, avec notamment Alain Grèche, et qui continuera avec d'autres invités. Donc je suis très heureux de vous avoir pour ce deuxième entretien. Tout d'abord, pour commencer, puisque ça a été votre métier, qu'est-ce qui vous a amené à la médecine humanitaire ? Comment vous avez été amené à rejoindre l'ONG Médecins sans frontières ? C'est affaire de circonstances, un petit peu de hasard, sauf pour ce qui concerne le métier de médecin. J'ai toujours voulu être médecin. Je ne sais pas très bien pourquoi. On ne sait pas très bien pourquoi des idées vous traversent la tête, surtout quand on est enfant, mais le fait est là. Cette idée n'a pas seulement traversé ma tête, elle s'y est installée. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai voulu être médecin, ce qui m'a, à un certain moment, au cours de mon parcours scolaire, aidé, parce que j'ai failli décrocher. J'étais pas un mauvais élève, mais très turbulent quand même. Et ce qui m'a empêché d'être viré, ou en tout cas d'aller trop loin dans les bêtises, ça a été la volonté d'avoir le bac et de pouvoir entrer en fac de médecine. Donc c'est d'abord être médecin qui était ma vocation. Et puis je suis rentré à la fac en 67. Donc en 68, j'étais jeune étudiant. Et j'ai participé, j'étais membre de l'UNEF, j'ai été impliqué dans le mouvement étudiant de 68, les barricades, etc. Et c'est comme ça que je suis entré dans le gauchisme, à la suite d'ailleurs d'un engagement très, très minimal, pas du tout, global, mais un engagement tout de même contre la guerre du Vietnam, contre l'impérialisme américain, contre l'agression américaine du Vietnam, qui m'a, disons, relativement politisé. Je dis relativement parce que j'étais plus politisé dans les gestes que dans la tête. J'allais aux manifs, je distribuais des tracts, mais j'étais pas tellement capable de parler politique. Ma culture politique était très, très superficielle, très, très légère. Par contre, ma volonté de m'opposer à la guerre du Vietnam, elle était totale. C'était indécent. La guerre du Vietnam était tout simplement indécente. Et si je le dis dans ces termes-là, c'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, un certain nombre de critiques qui sont adressées aux étudiants, de critiques méprisantes, d'appréciations hautaines, dédaigneuses sur l'ignorance, l'inculture, l'ignorance et l'inculture supposées des étudiants qui occupent des facs, des campus, Sciences Po, mais enfin bien d'autres, au sujet de la guerre israélo-palestinienne. Je dis israélo-palestinienne et pas guerre Israël-Hamas, hein, je le signale parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut la nommer. Eh bien, je trouve que tous ces propos méprisants sont odieux, et que ceux que manifestent les étudiants qui occupent, qui défilent, qui protestent contre cette guerre, ce qu'ils manifestent, c'est une révolte contre l'indécence de cette situation. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du Proche-Orient, d'être Alain Grèche ou Maxime Renasson, ou d'avoir lu des dizaines de livres là-dessus, pour comprendre qu'il y a quelque chose de simplement inacceptable, de révoltant,
dans cette population occupée sous blocus qui subit maintenant, à la suite d'une attaque certes extrêmement dure, extrêmement violente du Hamas, mais qui subit des mesures de rétorsion collective abominables. Et donc, je voulais faire ce parallèle parce que je suis frappé. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé dans mon engagement politique, j'étais inculte. J'avais toujours été mauvais en histoire. J'ai essayé de me rattraper depuis. L'histoire m'intéresse énormément dans ma période adulte, mais quand j'étais plus jeune, non, l'histoire m'ennuyait profondément. Donc je n'y connaissais rien. Je ne connaissais pas l'histoire de ce pays, mais du Vietnam, ni des États-Unis, mais ça suffisait pour moi de voir que des bombardiers larguaient d'énormes quantités d'explosifs sur un petit pays, loin de chez eux. Ça, c'était vraiment insupportable. Donc je reprends le fil de vos récits. Je suis, disons, engagé dans un mouvement qui s'appelle la gauche prolétarienne, à la faveur d'une amitié avec des gens qui en étaient déjà membres. C'est un peu des hasards de rencontre qui font que j'étais plutôt Mao que trotskiste ou quoi. Mais je cherchais un engagement dans la gauche radicale et c'est là que je l'ai trouvé. Et il se trouve que à la gauche prolétarienne, on parlait beaucoup des pays du tiers-monde, des guérillas, du Cameroun, du Yémen, de Colombie, de Palestine. Il y avait une sorte de pseudo-familiarité avec tous ces mouvements insurrectionnels qui secouaient le vieux monde, qui cherchaient leur émancipation, etc. Et je les connaissais au moins par leur nom propre, par le Front populaire de libération de la Palestine, le mouvement du 16 octobre, le Front de libération du Dhofar, enfin toutes sortes de choses, la ANC sud-africaine, etc. Et donc, ce qui m'a animé quand finalement je me suis un peu éloigné de la gauche radicale, je suis resté de gauche mais pas radical, ce qui m'a intéressé au moment de reprendre des études, quand le gauchisme est devenu un peu fou, un peu hors sol, c'était la curiosité pour un certain nombre de pays du tiers-monde. Et donc ces pays dont je connaissais le nom, dont je savais qu'il se passait quelque chose sur leur territoire, m'attiraient parce que j'avais envie de les connaître pour de bon, pas juste par des articles que j'aurais pu lire ou ce que j'en avais entendu dire. Donc c'est la curiosité qui m'a attiré vers ce qu'on appelait ensuite la médecine humanitaire. Et Médecins sans frontières, qui était une toute jeune association qui se donnait pour objectif d'intervenir dans des endroits où il y avait la guerre, des crises majeures, des phénomènes sociaux et politiques violents qui se déroulaient. Médecins sans frontières m'a attiré, notamment parce qu'il n'y avait pas de religion. Il faut, et je termine ma longue réponse là, à l'époque, la plupart des mouvements, disons, de solidarité, d'entraide, tout, étaient soit religieux, soit liés catholiques, mais pas seulement, catholiques, protestants, disons, pour l'essentiel. L'Armée du Salut, je pense, notamment. Oui, l'Armée du Salut, mais le Comité catholique contre la faim pour le développement, la CIMAD, Frères des Hommes, Terre des Hommes, il y avait une connotation soit religieuse, soit un peu politique, pas dans un sens péjoratif, mais disons, c'était lié, plus ou moins, le secours populaire était lié au Parti communiste, Frères des Hommes était lié, Frères des Hommes, Terre des Hommes était plutôt lié au Parti socialisme, enfin, était l'objet de tensions entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Donc ça ne m'attirait pas trop, et Médecins sans frontières, par son côté en retrait de toute préoccupation directement politique, et dans son côté explicitement non religieux et médical, ça m'intéressait. C'est comme ça que je suis rentré à MSF, quelques années après sa fondation, à une époque où MSF était encore une toute petite association. Je crois qu'elle avait 10 ans à ce moment-là. Même pas, elle avait 6 ans. Un budget dérisoire, très peu d'actions sur le terrain, et finalement, pas d'action spécifique sur le terrain. MSF, finalement, envoyait des médecins, des soignants, pour travailler dans le cadre d'autres associations qui, elles, avaient un peu plus de
de capacité organisationnelle, de capacité financière, parce que MSF à l'époque n'en avait pas. Voilà, c'est comme ça que je suis venu à Médecins sans frontières, donc à la médecine humanitaire. J'y suis rentré pour juste une mission, de remplacement d'ailleurs d'un médecin qui était tombé malade. Et puis, plus de 45 ans après, j'y suis encore, après avoir occupé diverses fonctions sur le terrain, au siège, dont j'ai effectivement été le président, et assez pendant 12 ans. Et puis maintenant, je continue d'être membre actif de MSF en tant que conseiller, conseiller aux opérations ou au positionnement public, mais aussi positionnement opérationnel et formateur. Je contribue à la formation des cadres opérationnels de MSF. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur un peu l'évolution justement de cette médecine humanitaire? Parce que je pense qu'il y a peut-être aussi des limites et parfois de l'impuissance vis-à-vis de certains États. Comment aujourd'hui la médecine humanitaire agit concrètement sur le terrain? Bah, de façon assez attendue, quoi. Notre rôle, c'est d'apporter des soins médicaux, des soins, disons, de la thérapeutique, mais aussi parfois des soins nutritionnels à des gens qui sont plongés dans une crise profonde, qu'il s'agisse d'une guerre, d'une épidémie comme du choléra qui ravage certains secteurs ou des suites d'une catastrophe naturelle, mais aussi dans certaines régions qui sont, disons, pour une raison ou pour une autre, quasiment privées de soins médicaux, et donc que nous aidons sur ce plan-là. Donc, c'est toujours la médecine humanitaire et l'aide humanitaire en général est toujours très en deçà, très insuffisante par rapport à des crises, aux crises dans lesquelles nous intervenons. Par exemple, pour donner une situation précise, nous sommes depuis maintenant près de 30 ans, même un peu plus de 30 ans, dans l'est du Congo, la République démocratique du Congo, dans laquelle il y a eu un afflux de réfugiés à la suite de la guerre et du génocide au Rwanda. Et cette région du Congo est agitée par des mouvements armés, aidés notamment par le Rwanda, et donc en proie à des déplacements de population qui eux-mêmes suscitent parfois des faiblesses, donc des épidémies, une grande misère, une difficulté à se soigner. On parle de centaines de milliers de morts, donc de centaines de milliers de personnes qui sont aussi dans le besoin. Nous en aidons une partie. La République démocratique du Congo est pour nous un pays très important par le déploiement d'assistance auquel nous procédons là-dedans. Il y a des casques bleus qui sont dans de grandes difficultés. Et notre aide est vitale pour un certain nombre de gens auxquels elle bénéficie, mais une grande majorité des gens auraient besoin d'autre chose, de stabilité, de calme, de sécurité, ce que personne n'est en mesure de leur apporter pour l'instant, et malheureusement pas le gouvernement. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, nous agissons comme nous pouvons, là où nous le pouvons, avec de grosses équipes, de gros moyens, mais dans une situation qui est majeure, qui est énorme, et dont nous ne saisissons qu'une petite partie des enjeux. Je dis cela parce que c'est représentatif de ce qu'est l'aide humanitaire en général. On aide des populations ou des groupes de populations, mais on est toujours très en deçà. L'aide humanitaire ne remplace pas un État social, ne remplace pas l'aide d'une puissance publique qui s'adresserait de façon égalitaire à tous ses citoyens en leur assurant un accès aux soins, un revenu minimal si la misère gagne. Vous voyez, ce genre de choses, comme on imagine un État social en général. Nous mettons en œuvre, en quelque sorte, des fragments de politique publique pendant une période donnée, pour une population donnée, mais pas tout le temps et pas pour tout le monde. C'est la limite, c'est l'une des limites de l'aide humanitaire. Et donc, ça n'est pas d'abord les
les obstacles dressés par des États ou des groupes armés, c'est d'abord les limites structurelles de l'action humanitaire que je voulais évoquer. Voilà. Alors, mais vous aviez l'air de dire que vous pensez qu'il y a une évolution négative, c'est-à-dire qu'il y a des Ou obstacles de négative plus en plus grands. ou positive, justement, de voir comment l'aide humanitaire a évolué. Sachant qu'en plus, dans vos ouvrages, vous évoquez beaucoup le droit humanitaire. Du coup, savoir un peu comment celui-ci a été structuré, comment il a été fondé, et aujourd'hui, quel est son fonctionnement aujourd'hui. Bah, écoutez, sans entrer dans le détail, l'aide humanitaire n'a cessé de croître depuis les années 80. En gros, au tournant de la décennie 1970-1980, elle était relativement marginale. Il y avait certes la Croix-Rouge, quelques organismes, mais c'était l'aide au développement, c'est-à-dire la transformation des modes de vie qui était à l'ordre du jour. Et finalement, au début des années 80, l'aide au développement n'attire plus parce qu'elle a échoué dans ses objectifs qui étaient de transformer les modes de vie, les modes éducatifs, les modes de production agricole, les modes d'organisation sociale, sous la forme d'une modernisation, d'une occidentalisation. Tout cela, toutes ces attentes, disons, pour certains, ces espoirs, ont été douchés parce que ça ne marchait pas. Les gens n'avaient pas envie d'être organisés différemment, ou en tout cas, n'écoutaient pas ceux qui leur disaient qu'il fallait s'organiser différemment. Et personnellement, je les comprends très bien. Au nom de quoi quelqu'un vient me dire d'élever mes enfants différemment, de vivre autrement, etc. Ça ne les regarde pas. Bref, ça diminue. Donc, c'est l'aide humanitaire qui a remplacé cet horizon de transformation sociale qui était l'aide au développement. Et depuis, elle n'a cessé de s'étendre comme une forme de micro-justice, si l'on veut. On n'arrive pas à réaliser un objectif social, égalitaire, global. L'horizon semble inatteignable. Par contre, on va réaliser pour une petite partie de la population, pour une petite partie des enjeux, on va fabriquer de la justice ici et maintenant. C'est par exemple pour nous, de l'accès aux soins, de la vaccination, de la médecine préventive, de la médecine curative. Pas pour tout le monde, pas pour tout le temps, mais quand même, ce sera mieux au moment où ça se déroulera. Vous voyez, on a un peu rétréci les ambitions, on les a rapprochées du temps présent, et forcément, on n'a plus les mêmes objectifs, les mêmes perspectives. Ça a été le grand succès, limité, mais très important quantitativement, de l'aide humanitaire qui n'a cessé de se développer dans les années 80, 90, et on pourrait dire même 2000. Et puis il y a eu des transformations du monde, la fin de la guerre froide, la décennie des années 90 qui était très, disons, où l'ONU s'est imposé comme un acteur majeur avec des déploiements de casques bleus, avec ce qu'on appelait la paix libérale, c'est-à-dire des formes d'apaisement de situations de tension ou de confrontation armée qui étaient en quelque sorte imposées de l'extérieur par les puissances libérales. Ça a été en gros ce qu'on a vu dans les années 90, qui ont été quand même marquées par un génocide, par des guerres civiles au Libéria, en Bosnie, dans d'autres endroits. Donc on n'a pas connu de période de paix, hein, réellement. Mais disons, il y avait une sorte de période apaisée. Et puis les attentats du 11 septembre, l'invasion de l'Irak, la reprise de zones de tension dans les années 2000, tout cela a contribué à mettre les humanitaires dans des situations parfois difficiles, un peu pris entre le marteau et l'enclume, entre des interventions internationales avec lesquelles ils risquaient d'être confondus, des interventions armées internationales comme l'armée américaine ou les armées occidentales en Irak, en Afghanistan, etc. Donc ça risquait de mettre enfin, on était pris un peu entre le marteau
et l'enclume. Et il y avait d'un côté des armées qui suivaient leur logique, et de l'autre côté des groupes armés non étatiques qui, pour certains, s'en prenaient à tout ce qui était occidental ou marqué par une influence occidentale. Je pense évidemment à l'État islamique qu'on connaît sous le nom de Daesh. Donc il y a eu, il persiste encore de grandes difficultés, et on est dans une situation aujourd'hui où coexistent de grands déploiements humanitaires. Ne croyons pas que l'époque des grands déploiements humanitaires est révolue. Ils sont toujours là, nombreuses ONG, des agences des Nations Unies qui sont à pied d'œuvre dans de nombreux pays et qui font un travail extrêmement utile. Et aussi, ici et là, des obstacles dressés par des groupes armés ou des armées officielles. Par exemple, aujourd'hui, à Gaza, ce sont les soldats israéliens qui sont le principal obstacle au déploiement de l'aide humanitaire dans Gaza. À d'autres endroits, ce sont des groupes qui agissent par des actes terroristes. Donc, il y a une certaine insécurité, et Gaza est un haut lieu d'insécurité, mais il y a une certaine insécurité qui règne, par exemple, dans les pays du Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina. Les groupes, les organisations humanitaires occidentales ont du mal à opérer, parce qu'il y a d'un côté un nationalisme très rude des autorités, des nouvelles autorités de ces pays, et de l'autre côté, des groupes armés non étatiques, disons liés à l'État islamique, qui pratiquent des actes terroristes, et qui pratiquent la guerre aussi, hein, pas seulement des actes terroristes, et qui peuvent être parfois hostiles, ou en tout cas qui ne contrôlent pas leurs combattants de base. Et par exemple, l'an dernier, nous avons eu 2 morts au Burkina, liées à cette perte de contrôle des combattants de base. Donc c'est une situation qui n'est pas facile, en effet, en ce moment. Tout à l'heure, vous parliez justement de votre engagement qui s'est développé autour notamment du tiers-monde, de votre envie d'aller au tiers-monde, d'aller sur le terrain. Comment vous en êtes venu, il me semble, parce qu'on en a parlé juste avant l'entretien, que vous êtes né à Jérusalem, comment vous en êtes venu à vous intéresser par la question palestinienne, à vous engager dans Gaza? Qu'est-ce qui vous a poussé, sachant que j'ai vu que votre famille était plutôt sioniste? Oui, en effet, je viens d'une famille qui, enfin, pour une part, disons, loin d'Israël et de tout cela, pour une autre part, très sioniste. Donc il y a un peu de tout. Mais je dirais que mon intérêt pour la question, il est à la fois circonstanciel et puis quand même, disons, relativement profond. Il y a eu des circonstances qui ont fait que je me suis intéressé au livre de Hannah Arendt, Eichmann et Jérusalem, dans les années 80, parce qu'il m'avait aidé à réfléchir au dilemme dans lequel on se trouvait devant une situation de transfert forcé de population, de déportation en Éthiopie dans le cadre d'une famine. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mais disons que la question de notre responsabilité face aux déportations était posée par cette situation. Et donc, ma compagne, à l'époque, m'avait suggéré de lire Eichmann à Jérusalem, où je trouverais, sinon des réponses, du moins des analogies des situations. Et j'ai lu Eichmann à Jérusalem, ça m'a beaucoup intéressé. Et le hasard a fait que, par des circonstances à la fois familiales et tout à fait hasardeuses, j'ai été amené à participer à un film sur Eichmann, inspiré par le livre de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. Et ce film m'a en quelque sorte amené à réfléchir et à m'exprimer publiquement sur les rapports entre mémoire et histoire. Et on sait bien que la mémoire de la Shoah entre pour beaucoup dans la construction de la politique israélienne. D'ailleurs, c'était une grande question dans les années 90, même en France, avec le boom mémoriel qu'analysait Pierre Nora. Tout à fait, et même dès les années 80. Mais moi, je m'y suis intéressé plutôt dans les années 90, mais
c'était un petit peu enterré dans la grande période de reviviscence mémorielle. Ce sont les années 80. Et pour ce qui est d'Israël, le procès d'Eichmann a servi de ciment national. Regardez ce que on nous a fait, regardez de quoi nous sommes issus. Donc aujourd'hui, nous avons le droit de veiller à notre survie, surtout lorsque nous constatons que nous sommes entourés par des gens qui veulent nous détruire, en quelque sorte les héritiers des nazis. Le discours israélien après le procès d'Eichmann, qui s'est tenu en 1960-61 à Jérusalem, a été transformée. La Shoah n'était pas très présente. Elle était là, mais pas très présente. Et elle est devenue omniprésente à partir des années 60. Et dans les années 2000, à quoi on assiste au sabotage. On s'aperçoit que les accords d'Oslo, qui devaient permettre, au terme d'un processus, la reconnaissance d'un État palestinien, le partage d'une terre pour la constitution de 2 États viables. Ils n'ont pas été respectés. On s'aperçoit que tout ça est tombé à l'eau parce que les Israéliens ont utilisé la paix relative des accords d'Oslo pour continuer la colonisation, implanter de plus en plus de monde, s'approprier de plus en plus de terres en Cisjordanie et à Gaza également. Et donc, c'est le moment de la seconde intifada, d'une grande agitation là. Et moi, j'étais avec Eyal Sivan, le réalisateur et co-auteur de ce film, propulsé sur une scène à laquelle je ne m'attendais pas pour, disons, parler de ces questions de mémoire de la Shoah, d'utilisation du procès d'Eichmann, pour parler, dans les termes que j'utilisais, du crédit politique et diplomatique énorme dont bénéficiait Israël à l'abri de la Shoah, pour déposséder des gens qui n'avaient rien à voir avec la Shoah, mais qui, d'une certaine manière, en payaient le prix. C'est à savoir les Palestiniens. Et c'est comme ça que je suis peu à peu entré dans dans l'orage, parfois même le cyclone du débat sur le conflit israélo-palestinien, où on recueille vite des injures, des invectives, voire dans certains cas des menaces, ouais, à partir des années 2000. Et moi, j'ai quitté le sionisme à la fin des années 80. J'étais sioniste un peu comme on est pour le système dans lequel on vit, parce que les ça me familles semblait influent. l'évidence. Ouais. J'ai grandi comme ça. Mon père avait été un activiste sioniste dès les années 30. Mon père est né en 25. Quand il était ado, il était dans les éclaireurs, les camps d'éclaireurs israélites, donc des camps sionistes. Et moi, ça me semblait évident. Et puis, à la fin des années 80, il y a eu l'intifada, la première intifada, et la chute de l'Union soviétique qui permettait d'éclaircir un peu les enjeux. C'était plus de la propagande soviétique ou communiste, c'était des gens qui se dressaient contre une injustice. Et moi, je réalisais d'un seul coup qu'il y avait des Palestiniens, des gens qui se définissaient comme Palestiniens, que c'était pas juste un masque, une tenue propagandiste, mais que c'était un sentiment profond. Et ces jeunes gens qui lançaient des pierres aux soldats israéliens m'ont tout de suite inspiré de la sympathie. D'abord parce que je gardais de mon époque gauchiste une sympathie a priori pour les gens qui se révoltent, parce qu'on ne se révolte pas sans raison. Il y a toujours de bonnes raisons de se révolter. Ça ne veut pas dire que toute révolte débouche sur des choses positives. Il peut y avoir des erreurs en chemin, mais elle démarre toujours sur quelque chose qui est profond, qui est une injustice, quelque chose de cet ordre-là. Et en l'occurrence, j'ai commencé à m'apercevoir de ça. Et puis il y a eu, je parlais de Eyal Sivan, avec qui j'ai fait ce film sur Eichmann, qui se trouve être un cousin israélien à moi, un Israélien antisioniste.
qui avait fait un film qui s'appelle Iskor, Les esclaves de la mémoire. Le sous-titre, c'est Les esclaves de la mémoire, qui dit beaucoup de choses sur le contenu du film. Film qui est toujours d'actualité, dont je recommande, qui est toujours disponible, et dont Je mettrai les liens dans la description. Voilà, dont je recommande la vision, parce que il est aujourd'hui encore d'une actualité, bien qu'il date de la fin des années 80. Il reste très actuel parce qu'il montre comment une société est conditionnée par le culte des héros et des victimes à, en quelque sorte, être ultra-militarisée. Et ça m'a vraiment frappé. Donc l'alliance de ce film que j'ai vu à ce moment-là, de l'intifada, dont le film ne parle pas vraiment, parce qu'il a été fait juste avant, mais c'est pas important, parce que c'est un film sur la société israélienne. Et puis l'éclaircissement du panorama politique par la fin de la guerre froide, tout cela m'a en quelque sorte libéré du cadre sioniste dont je me suis à ce moment-là émancipé, mais qui m'est très familier, que je ne diabolise pas, parce que je l'ai connu, je l'ai moi-même pratiqué, mais que je critique, et que finalement contre lequel j'allais dire je me bats, c'est trop dire, je ne me bats contre rien, mais enfin contre lequel je m'exprime, quand je le peux, au nom de l'injustice faite aux Palestiniens, pas quelque chose contre les Juifs, mais contre ce que les sionistes et l'État d'Israël font aux Palestiniens. Ça, c'est pour moi un combat Ce qui est dramatique, extrêmement c'est important. qu'aujourd'hui, il y a une confusion en plus entre les deux, entre une idéologie, une religion, et ce qui pose vraiment problème aussi. Oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est le problème, c'est l'un des problèmes en tout cas. Le problème initial, primordial, c'est l'injustice faite aux Palestiniens. Il ne faut pas se tromper d'enjeu. Mais l'un des moyens, l'une des ressources mobilisées pour cette injustice, c'est précisément cette confusion entre juifs et israéliens. C'est une confusion que les sionistes aiment entretenir parce que c'est ce qui leur permet d'élargir leur base. Mais le judaïsme ne contient aucun appel à un État juif, et même d'une certaine manière, pour une certaine lecture des textes juifs, des textes sacrés ou des commentaires des textes, un État juif n'a absolument aucun sens. La situation des Juifs dans l'exil est une situation structurelle, car l'exil, pour une très ancienne tradition juive, ne veut pas dire un exil territorial ou un exil géographique. L'exil, c'est un exil symbolique qui est l'éloignement des Juifs par rapport au texte initial, au texte sacré. Et la fin de l'exil, elle sera décrétée, elle ne peut être décrétée que par Dieu. Et moi, je ne suis pas croyant. Hein. Quand je dis Dieu, je cite des textes. Moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. En revanche, je pense qu'il est important de savoir cela pour comprendre que la religion juive est instrumentalisée dans des conditions qui sont tout à fait comparables à ce que des groupes terroristes utilisent lorsqu'ils mobilisent l'islam à des fins pour justifier leurs exactions, leurs atrocités. Les textes sacrés islamiques ne contiennent pas l'idée qu'il faut interdire le football et tuer des juifs ou tuer des croisés ou tuer je ne sais qui. C'est une interprétation c'est une radicalité qui se nourrit d'une interprétation des textes religieux. Eh bien, le sionisme, c'est la même chose. C'est une radicalité politique qui se nourrit d'une partie des textes juifs. Et comme la plupart des sionistes, et surtout les fondateurs, mais aussi aujourd'hui encore un certain nombre de leaders... Dès le départ, avec Théodore Herzl Ce n'étaient pas des religieux. Eh bien, quand vous êtes juif et pas religieux, quelle est votre conception du judaïsme ? Eh bien, c'est une conception laïque, c'est-à-dire ethnique. Moi, en quoi est-ce que je suis juif, par exemple ? Moi, on est samedi aujourd'hui, c'est Shabbat. Moi, je suis là avec vous, je discute. C'est contraire
à ce que les textes juifs m'enjoignent de faire si je décidais de les respecter. C'est-à-dire, si je pratique la religion, mais ça ne m'est même pas venu à l'idée de vous dire, ah non, le samedi, c'est C'est pas un possible. jour de week-end, mais c'est tout. Je n'ai pas de tabou alimentaire, les règles de kasher ne me concernent pas, je ne mets jamais les pieds dans une synagogue, je ne suis en rien, je suis d'origine juive. Mes 2 parents sont juifs, mes 4 grands-parents sont juifs. Et on est d'origine juive, mais n'est pas religieux. Donc, du coup, la limite entre juif et non-juif passe par les limites de l'appartenance tribale. C'est en quelque sorte une définition ethnique. Et c'est en cela, d'ailleurs, que Israël n'est pas une théocratie, mais une ethnocratie. Et là, commencent à surgir les problèmes, parce que qu'advient-il aux gens qui n'appartiennent pas à l'ethnie ? Eh bien, ils sont en quelque sorte expulsés, considérés comme non bienvenus sur cette terre. Et l'apartheid se met en place aussi. Et voilà, et une forme d'apartheid se met en place. Et si l'on considère qu'en plus, non seulement le bout de terre, enfin non seulement on occupe ce bout de terre, mais en plus on veut conquérir les terres voisines, la Cisjordanie, Gaza, on vient qu'on crée les conditions d'une révolte qui ne fait qu'aggraver déjà, un apartheid déjà en place. Voilà, donc... Surtout que cette ethnocratie qu'on retrouve en Israël, on la retrouve aussi progressivement en Inde. J'ai l'impression que c'est dans le monde, peu à peu, il commence à avoir ce syndrome, on peut dire, de vouloir créer un État où il y a des sous-personnes et d'autres qui ont tout à fait le mérite parce qu'ils ont la bonne religion, parce que c'est pas qu'un problème qu'on retrouve en Israël. Mais... Non, c'est-à-dire la droitisation et la crispation identitaire, ou le raidissement identitaire que l'on constate en Israël depuis longtemps et qui ne fait que s'accentuer, qui ne fait que s'approfondir depuis ces dernières années, sont un cas particulier d'un mouvement plus général, en effet. Et vous avez raison de citer l'Inde, qui est d'ailleurs un pays qui se considère comme très proche d'Israël. Narendra Modi, le Premier ministre indien, et Netanyahou, le Premier ministre israélien, sont idéologiquement proches. Ce sont des nationalistes ethnistes qui, je pense, n'ont que faire de la religion qu'ils mettent en avant, mais qui l'utilisent comme une ressource de pouvoir et comme une mobilisation violente, agressive, à l'encontre de ceux qui contestent ce pouvoir, et en particulier donc des opposants démocratiques, mais également la minorité musulmane d'Inde, qui entre en résonance d'une certaine manière avec la minorité musulmane d'Israël. Parce qu'il y a 20% de non-juifs en Israël, dont une majorité de musulmans parmi ces 20%, mais également des non-religieux et des chrétiens qui existent et qu'on oublie souvent et qui subissent la même oppression que les musulmans. Donc oui, en effet, il y a ce glissement, et bon... La Russie, l'Argentine, les Philippines, la Thaïlande, un certain nombre d'États sahéliens, l'Algérie, la Tunisie, sont des exemples à la fois de raidissement identitaire, de crispation autour de la religion, non pas pour manifester son amour de Dieu, mais pour se réunir dans une identité fusionnelle que la religion permet. Donc oui, vous avez raison, c'est l'évolution du monde qui est très préoccupante, et le conflit israélo-palestinien n'est que l'une des manifestations, mais elle en est une manifestation centrale, parce que le conflit israélo-palestinien, bien qu'il soit un conflit qui se déroule sur une superficie territoriale très limitée, un peu plus que la Bretagne, quelque chose comme ça, pour une population qui totalise 15 millions de personnes, si vous additionnez Israéliens, Juifs et non-Juifs, et Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, vous avez 15 millions de personnes. En gros,
un peu plus que la population d'Île-de-France. Or, ce conflit, donc ultra limité sur le plan démographique, sur le plan géographique, a une résonance mondiale. Je ne dis pas que le monde entier a les yeux braqués sur la Palestine, ce serait trop dire. Mais quand on regarde les jeunes, notamment, ce que vous voilà. évoquiez tout à l'heure. Mais exactement, mais on parle de ce conflit et il concerne des gens dans le monde entier. En Chine, au Colombie, aux Philippines, en Europe de l'Est, aux États-Unis, en Europe de l'Ouest, etc. Pourquoi cela ? Eh bien, ça n'est pas parce que le monde entier en veut aux Juifs, comme le prétendent un certain nombre d'amis d'Israël, qui disent que, regardez, au Congo, dont je parlais tout à l'heure, au Soudan, au Yémen, en Éthiopie, il y a bien des conflits dont personne ne s'occupe et qui devraient attirer votre attention. Comment se fait-il que tout le monde parle du conflit israélo-palestinien, que tout le monde s'en prenne aux Israéliens? C'est quand même qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Il y a un fond d'antisémitisme. Il y a un fond d'hostilité aux Juifs, voilà. Et bien entendu, l'hostilité aux Juifs, l'antisémitisme, ça existe. Et il serait totalement stupide, voire et même dangereux de le contester, parce qu'il faut combattre l'antisémitisme, qu'il faut combattre d'autres formes et toutes les formes du racisme. L'antisémitisme est l'une des modalités du racisme. Une modalité qui a sa singularité, qui est spécifique, mais qui s'inscrit dans un cadre plus général de discours sur le rejet de celui qui n'est pas tout à fait identique, donc du rejet de l'autre. Donc c'est vraiment important de ne pas passer là-dessus. Mais l'hostilité à la politique israélienne, l'hostilité au cadre de pensée sioniste, ça c'est de l'ordre du politique. C'est pas de l'ordre de la de refus des Juifs, du refus de la coexistence avec des Juifs. C'est de l'ordre d'une critique d'une politique. Et pourquoi cette critique est-elle si étendue dans le monde ? Eh bien, c'est parce que le conflit israélo-palestinien est, d'une part, le plus ancien et encore actuel conflit colonial. Ça, c'est quelque chose qui fâche énormément les amis d'Israël, mais qui est une réalité incontournable. Israël est un fait colonial et la colonisation des territoires ne fait que contribue à aggraver cela. Donc, que l'on reconnaisse ou non la légitimité d'Israël, et moi personnellement je pense qu'Israël a une légitimité politique, on est bien obligé de reconnaître que c'est dans la suite d'un fait colonial. Lorsque le Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, pendant les années de guerre, de la Première Guerre mondiale en particulier, écrit sa fameuse lettre à Rothschild, la branche britannique de la famille Rothschild, pour lui annoncer que le gouvernement britannique est d'accord avec l'existence d'un foyer juif en Palestine, ce qui est un peu le fondement de Balfour. Il a des avenues et des rues à son nom en Israël. C'est un peu le fondement de l'existence d'un État juif en Palestine. Que fait-il d'autre qu'affirmer une souveraineté impériale sur la Puis Palestine ? il y a les accords Sykes-Picot aussi. Il y a toutes sortes. Ensuite, on peut additionner en effet les choses. Mais puis il y a l'écrasement de la révolte palestinienne de 1936. Il y a bien des épisodes. Mais le point que je voulais mettre en avant là, c'est le fait que Israël est plongé, enfin, disons, le conflit israélo-palestinien est maintenant centenaire. Hein, il a commencé en 22 avec l'établissement du mandat britannique en Palestine qui a constamment favorisé les implantations sionistes, donc les implantations juives à vocation étatique, c'est pour ça qu'elles sont sionistes. Et donc cette guerre de 100 ans et ce fait colonial explique pour une bonne partie qu'il y ait une résonance générale de ce conflit et que partout dans le monde, on ait le sentiment d'être plus ou moins concerné par ça. Parce que la colonisation et l'impérialisme
ont concerné de très très grandes proportions de la population mondiale, soit directement, soit par l'intermédiaire des parents, des familles, de la mémoire familiale. Mais Même aux États-Unis et bien évidemment, il y a les États-Unis également, protecteurs, parrains, à tous les sens du terme, au sens mafieux également du terme, parrain d'Israël, qui, par exemple, dans le contexte contemporain, fournit les munitions, permet à Israël de mener sa guerre et de bombarder avec une telle intensité les Palestiniens. Donc l'impérialisme américain se manifeste là aussi. Et bon, en France, où l'impérialisme américain est un peu loin, où on n'est pas directement concerné par la déclaration Balfour, en France, il y a la question des lois juives, ou plutôt des lois anti-juives de Pétain. Il y a la guerre d'Algérie qui n'a jamais été... La perte de l'Algérie et la guerre coloniale en Algérie qui n'ont jamais été totalement dépassées par la France. Sinon, comment expliquer qu'on considère que Israël a le droit de se défendre contre une population que Israël occupe? Il y a quelque chose de fou là-dedans. Invoquer en permanence le droit de se défendre à Israël, c'est supposer que les Palestiniens sont une entité étrangère à Israël et procèdent à une agression comme on pourrait dire, je ne sais pas, si demain l'Égypte attaquait Israël ou si demain l'Angleterre attaquait la France. Évidemment, on a le droit de se défendre quand un pays étranger vous attaque. Mais lorsqu'on est en situation d'occupation et qu'on a affaire à des violences issues de la population de l'occupation, le droit de se défendre n'a absolument aucun sens. Et notamment, le droit de se défendre invoqué depuis la Charte des Nations Unies, ça n'a absolument aucun sens. Mais ça prend sens dans le contexte impérial, colonial, qui reste d'une certaine manière présent dans les esprits occidentaux, même si on a dépassé cela du point de vue pratique. Il subsiste dans les esprits une forme d'impensée coloniale qui explique qu'on se porte d'emblée aux côtés d'Israël, à la fois parce qu'Israël serait dans une situation défensive et donc aurait le droit d'exercer sa défense et donc de contre-attaquer pour se défendre, et d'autre part parce qu'Israël serait une démocratie. Et il y a une sorte d'alliance naturelle qu'il faut savoir assumer, selon nos dirigeants par exemple, pour être aux côtés d'Israël en tant que démocratie, en tant que membre d'un même club assez exclusif, qui est le club des démocraties. Mais quelle démocratie qui sont de plus en plus illibérales en plus. Ben oui, non mais même illibérales, en effet. Israël devient une démocratie illibérale pour les Juifs. Mais Israël est une non-démocratie pour les non-juifs. Comme le disait le député arabe israélien Ahmed Tibi, Israël, État juif et démocratique, faisait-il mine de s'interroger? Oui, démocratique pour les juifs et juif pour les arabes. Et ça résume bien la situation. Et aujourd'hui, depuis d'ailleurs la loi sur l'État-nation du peuple juif, depuis la tentative de réforme du système judiciaire par Netanyahou, la tentation illibérale, y compris pour les juifs, est bien présente. Mais surtout, c'est le statut des Palestiniens sous domination israélienne qui est en jeu. Alors, dans l'espace israélien, les Palestiniens israéliens jouissent de l'intégralité de leurs droits civiques et politiques. Ils sont éligibles et ils votent, et ils peuvent être donc élus comme ils sont électeurs. Ils ont été longtemps électeurs de la gauche israélienne. Ils ont donc des droits civils et politiques qui sont respectés. En revanche, ils souffrent de pas mal de discrimination dans la vie sociale, c'est-à-dire la vie quotidienne, parce que, par exemple, à lui seul cet exemple est significatif, ils ne font pas leur service militaire, mais
ils peuvent jouir, ils ne peuvent pas jouir des avantages, accès au crédit, accès à la terre, dont on ne peut jouir que si l'on a fait son service militaire. Ça n'est pas vrai pour les ultra-orthodoxes qui sont dispensés de service militaire et qui ne sont pas discriminés pour autant, mais c'est une des façons de voir comment jouent les différences de statut juridique et donc les discriminations dans les territoires contrôlés par Israël. Puis ensuite, alors en Cisjordanie, vous avez zone A, zone B, zone C, où il y a des statuts juridiques différents, mais qui se caractérisent par une chose essentielle et qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il y a deux populations dans ces territoires, une population juive qui jouit de tous les droits et une population palestinienne qui ne jouit d'aucun droit. Allez tenter un recours lorsque une bande de colons vous a détruit votre voiture, brûlé votre récolte, vous a chassé de chez vous, et vous allez voir de quel droit vous jouissez. Rien du tout. Tout ça se fait sous la protection de l'État, et en particulier de l'armée. Donc il ne peut même pas y avoir de discussion, à mon sens, sur la réalité de l'apartheid, d'ailleurs reconnu par les principales organisations de défense des droits de l'homme, documenté de manière extrêmement précise, juridiquement, philosophiquement. Cette bataille contre la qualification d'apartheid est totalement absurde. L'apartheid est une réalité aussi tangible que vous et moi qui sommes présents dans cette pièce. Et donc, mais il y a un enjeu autour de ça, parce qu'on ne peut pas être à la fois démocratique et apartheid. C'est l'un ou l'autre. Alors, les Français, comme la plupart des Européens, les autorités, choisissent de nier l'existence d'un apartheid pour mieux pouvoir continuer à composer avec les Israéliens. Surtout que se mettre en délicatesse avec les Israéliens, critiquer les Israéliens, c'est se mettre en difficulté vis-à-vis des États-Unis. Donc un énorme marché. Qui est très tech en plus aussi. Pardon. Avec la tech qui se développe aussi en Israël, les technologies militaires. Oui, absolument. Mais bon, ça, les Israéliens, ils vendent leur tech à tout le monde. Leur système de surveillance, il n'y a pas besoin d'être ami d'Israël pour l'acheter. Il suffit de pouvoir le payer. Hein. C'est vraiment... Donc, mais enfin, vous avez raison, là, les questions de tech, en particulier sur le plan sécuritaire, sont importantes. Et depuis les années 2000, parce que ça, en effet, ça me revient à l'esprit, c'est important à dissocier. Disons jusqu'à Chirac, au début des années 2000, là, on se rabat plutôt sur la politique française, par rapport à Israël, par rapport au Proche-Orient, naturellement. Jusqu'à Chirac, la position française était attentive aux attentes palestiniennes, était sensible à l'injustice faite aux Palestiniens et donc, par exemple, prônait une approche équilibrée du conflit israélo-palestinien, avec certes une sympathie réelle pour Israéliens, mais également une ouverture aux attentes et aux exigences palestiniennes. Avec les attentats du 11 septembre et la guerre Irak et le développement, enfin, cette nouvelle ère marquée par la guerre contre le terrorisme, quel que soit le crédit qu'on accorde à cette formulation, elle désigne une réalité politique et diplomatique nouvelle à partir des années 2000. Bien, Israël n'est plus ce pays qui a la botte posée sur la nuque des Palestiniens. Israël devient l'un des fronts de la guerre contre le terrorisme et se voit donc doté de ce qualificatif élogieux de démocratie en lutte contre la barbarie terroriste, en lutte contre le terrorisme islamiste. Et donc, d'ailleurs, Sharon aimait bien décrire Arafat, et après le 11 septembre, par exemple, parlait de Arafat comme de son Ben Laden à lui. Vous avez votre Ben Laden qui vous a cassé vos tours, ben nous, on l'a, et il est dans nos frontières, on a notre Ben Laden à nous. Et d'une certaine manière, c'était un programme politique que Sharon dessinait, et ça a été un programme politique provisoirement victorieux. Et aujourd'hui encore, il l'est, car Israël passe encore aujourd'hui
pour un des fronts avancés de la lutte contre le terrorisme, donc un des fronts avancés de la guerre que doivent mener les démocraties pour défendre leur statut de démocratie. Donc vous voyez, enfin, c'est vrai, un État qui pratique une forme de terrorisme d'État, qui pratique l'apartheid, devient un front avancé de la lutte pour la démocratie. Ça, c'est l'une des retombées de ces fous furieux que sont État islamique, Daesh, Al-Qaïda, etc., qui ont une responsabilité forte dans le dessin de cette nouvelle scène politique. Certes, les Israéliens, les Occidentaux ont leur part de responsabilité aussi là-dedans. Mais enfin, on voit l'une des retombées de cette forme d'action qui est la succession d'actes terroristes. Dans ce contexte, pour terminer cet entretien, parce que c'est aussi une question qui est primordiale, j'ai vu que dans vos ouvrages, vous évoquez le fait que la solution à deux États n'est pas réellement une solution. Comment sortir de ce conflit? Comment faire en sorte que les populations coexistent entre elles? Parce que c'est l'objectif, comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, on ne peut pas dire aux Israéliens, vous partez. En fait, il faut que ces populations coexistent entre elles. Comment faire en sorte que ça se passe? Comment ça va faire en sorte que ça soit possible? Sachant qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est un peu dans une impasse. Et dans le même temps, moi, je suis plutôt d'accord avec l'analyse notamment d'Alain Grèche. Il y a quelque chose qui ressort des Palestiniens, notamment à Gaza, c'est cette envie de toujours résister. Donc, comment se servir justement de cette résistance-là, tout en faisant vivre les deux populations qui ont toujours été dans le conflit. Oui, moi je me retrouve assez largement également dans les analyses de Alain Grèche. Dans la situation actuelle, il est difficile d'arriver à distinguer une lueur d'espoir. La haine règne en maître absolu dans toute la région. Les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, car le Hamas a commis des atrocités le 7 octobre. D'ailleurs, je pense qu'il faut dire un mot là-dessus. Le Hamas a conduit des actes de résistance et produit des atrocités dans le même mouvement le 7 octobre. Il n'y a pas que des atrocités le 7 octobre. Il y a des actes de violence qui sont qualifiables de résistance. Par exemple, les combats et les prisonniers faits lors de les attaques des postes militaires et policiers. 400 soldats et policiers israéliens qui sont tombés sous les coups du Hamas. Ben ça, c'est dans le cadre de cette guerre. Je considère que toute mort est une tragédie là-dedans, y compris la mort d'un soldat en uniforme. Mais enfin, ça n'est pas la même chose que de se faire tuer en tant que civil, où là, théoriquement, vous devriez être épargné par les violences de la guerre. Donc, un acte de résistance et un acte terroriste à la fois, et qui se déploient dans le même temps. Mais en tout cas, derrière cela, la riposte israélienne, sa démesure, sa cruauté, tout cela a entraîné d'un côté, du côté israélien, un traumatisme extrêmement profond, parce que 1200 morts, ça fait beaucoup, d'un seul coup, dans une société à la démographie très limitée comme Israël. Donc le traumatisme israélien doit être compris. Et le traumatisme palestinien, ben lui, il est au long cours, puisque ça fait maintenant 8 mois, ou 7 mois, disons, que les Palestiniens sont écrasés de bombes et qu'ils assistent à la destruction méthodique de tout leur environnement, de leur quartier, de leurs mosquées, de leurs églises, de leurs universités, de leurs écoles, de leurs dispensaires, de leurs hôpitaux, de leurs habitations. Tout est passé sous la moulinette israélienne. Avec tout ce qu'il y avait avant, l'apartheid, la capacité parfois d'accéder à l'eau, d'accéder à l'électricité. Ah oui, bien sûr, le blocus continue. Ils boivent de l'eau croupie, ils ont de l'électricité quand les Israéliens veulent bien leur en donner, ils peuvent communiquer par Internet lorsque les Israéliens leur autorisent, ils peuvent pêcher lorsque les Israéliens les autorisent, et bien souvent des pêcheurs se sont fait tirer dessus, ont été tués par la marine militaire
israélienne. Enfin, ils vivent dans un camp fermé. C'est pas pour rien qu'on a qualifié Gaza de prison à ciel ouvert. C'est pas parce qu'elle a été répétée 1000 fois que cette formule est fausse. Elle est exacte. L'ensemble de la population palestinienne de Gaza est prisonnière. Mais comme elle le montre et comme le montrent les Cisjordaniens, les Palestiniens de Cisjordaniens aussi, ils résistent. Ils continuent de résister. Et toutes les tentatives faites pour épuiser, décourager, chasser les Palestiniens se heurtent à une forme de résistance, on pourrait dire une forme de résistance active, pas forcément militaire, mais une résistance active d'un courage admirable, parce qu'ils savent que s'ils partent, ils ne reviendront pas. L'expérience, la Nakba, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire l'expulsion sans retour, le départ, le départ sans possibilité de revenir sur les lieux. Donc ça, ils ne veulent pas ils ne l'acceptent pas. Et les Israéliens butent contre cette résistance à laquelle ils tentent de trouver un remède, que ce soit par l'asphyxie ou par la violence directe. Mais ni l'une ni l'autre ne marche en réalité. J'ai perdu le fil d'ailleurs de ce que je vous dis. Ah oui, la solution à cela, oui. Aujourd'hui, on est dans un état de haine, de rejet réciproque absolument effroyable et bien compréhensible. Comment sortir de là ? Il faut... je ne sais pas si on en sortira. En tout cas, il me semble que la seule façon d'en sortir, c'est de trouver des modalités politiques qui restent à définir, peut-être à inventer, parce que les cadres politiques actuels ne sont pas vraiment propices à cela. Mais en tout cas, reste à inventer un cadre qui permette à tous, aux 15 millions d'êtres humains qui habitent ce qu'on appelle la Palestine historique, la Palestine mandataire, disons, entre le Jourdain, la Méditerranée, et au nord le Liban et la Syrie, au sud de l'Égypte. Tout ce territoire est peuplé d'une population qui devra se voir reconnaître des droits égaux. Ça, je ne vois pas d'autre possibilité que cela. L'alternative à cela, c'est une guerre de 100 ans. Une autre guerre de 100 ans, car nous sommes déjà dans une guerre de 100 ans, mais c'est une guerre qui part pour un deuxième siècle d'affrontements, de violence, de souffrance, de détresse. Rien ne dit que ça n'est pas cette branche de l'alternative qui va l'emporter. Rien ne dit que ça n'est pas une nouvelle guerre de 100 ans qui s'annonce devant nous. Ce dont je suis convaincu, c'est que l'alternative à cette solution, enfin à cette poursuite qui est le pire, ça n'est pas 2 États, parce que ça, c'est une solution totalement impraticable. C'est plutôt une analogie avec l'Afrique du Sud des années 80, qui faisait l'objet d'une condamnation universelle. L'Afrique du Sud était un État paria. Leur situation n'était plus la situation de l'apartheid, de la domination blanche en Afrique du Sud, n'était plus tenable. Et ils ont finalement réussi à dépasser cette situation grâce à, d'abord, Nelson Mandela, bien entendu, mais également grâce au Premier ministre sud-africain, de Klerk, Qu'ils ont eu le prix Nobel. Qui a compris, les deux ont eu en effet le prix Nobel, à juste titre. De Klerk n'avait certainement pas la stature, la hauteur de vue de Mandela, mais il a été pragmatique. Il a compris que dans la nouvelle configuration internationale, la fin de la guerre froide, l'Afrique du Sud ne pouvait plus durer comme elle avait duré auparavant. Et que finalement, pour pouvoir continuer à rester en Afrique du Sud, il allait falloir démocratiser les institutions sud-africaines. Et ça a été le démantèlement de l'apartheid. Eh bien, il me semble que c'est quelque chose du même ordre qui se présente en Israël. Il y a un Nelson Mandela palestinien. Tout le monde le connaît. Il s'appelle Marwan Barghouti. Il est en prison depuis maintenant 22 ans. Si on s'intéresse à sa biographie, on s'aperçoit qu'il ressemble d'une manière frappante à Mandela, par bien des aspects. Mandela avait appris l'afrikaner en prison.
Barghouti a appris l'hébreu. Mandela était capable de fédérer toutes les tendances de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Barghouti est capable de fédérer toutes les tendances palestiniennes. Les deux partagent le même courage physique, la même hauteur de vue politique. Les deux sont des intellectuels combattants. Et les deux ont l'estime de la partie adverse. Car Barghouti bénéficie d'un certain respect dans des rangs politiques israéliens. Donc, il y a un Mandela palestinien. Il n'y a pas de De Klerk israélien, il n'y a pas de Gaulle ou de De Klerk israélien aujourd'hui. Aujourd'hui, à la tête de l'État, il y a des fascistes et des voyous. Ça n'est pas inscrit pour l'éternité. C'est la réalité d'aujourd'hui. Il faut souhaiter qu'elle puisse être dépassée. Et peut-être qu'à la faveur du choc profond, du choc traumatique éprouvé par les Israéliens, quelque chose comme une prise de conscience surgisse. Elle n'a aucune présence au moment où nous parlons, en ce moment où la société israélienne est fusionnelle, unie, la société juive israélienne, unie entièrement derrière son armée pour, on ne sait quel but d'ailleurs, mais enfin pour écraser en tout cas Gaza. Mais il faut avoir confiance un minimum dans le genre humain et penser que d'autres visions, d'autres conceptions vont voir le jour ou revoir le jour en Israël et que le camp de la paix et de la justice se fera plus entendre et mobilisera plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Mais à mon avis, l'alternative est simple. C'est soit un État commun, partagé entre les différentes populations de ce petit territoire, soit un écrasement, ou bien la guerre indéfinie et la catastrophe, et évidemment, disons, l'autodestruction programmée des deux populations. Ok. Merci beaucoup, Ronnie Broman. Merci à vous. C'était vraiment riche cet entretien. J'aurais voulu aborder plein de choses. Je pense qu'il y avait énormément de questions qui auraient pu venir de cet entretien. Malheureusement, le temps il est très limité. Du coup, j'invite même les auditeurs à lire vos ouvrages, à regarder davantage d'entretiens, parce que c'est un sujet qui est vaste, qui mérite beaucoup de réflexion. Et c'est ça aussi que j'ai apprécié aussi dans cet entretien. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et à très vite. À une prochaine fois.